Vladimir Poutine, Boris Johnson, Viktor Orban étaient une chance pour l'Europe. L'hostilité de ces eurosceptiques devrait pousser l'Europe à se transformer, à être plus écologique et solidaire. C'est la conviction du journaliste Guillaume Duval, l'invité du Grand Angle. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Je le disais, donc vous êtes journaliste, éditorialiste du magazine Alternative économique qu'on voit à l'image, un mensuel de gauche on peut dire. Oui. Vous publiez aussi aux éditions Les Petits Matins, Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe, après plusieurs autres livres d'ailleurs sur le déclin de la puissance française, sur le supposé modèle allemand ou sur la crise du libéralisme. Alors d'abord, une question sur l'état dans lequel se trouve l'Union européenne. Pourquoi l'Europe, présentée longtemps comme un modèle, est-elle devenue la cible de ces dirigeants eurosceptiques? Il y a quand même des raisons au succès de ces partis eurosceptiques un peu partout en Europe. Oui, il y a malheureusement des raisons objectives qui sont les mauvais résultats économiques de l'Union européenne et de la zone euro. Donc déjà en 2000-2001, mais beaucoup plus encore en 2008-2009, l'Europe s'est mal remis de la crise, s'est remis plus lentement que les États-Unis, d'où pourtant ces deux crises étaient parties. Donc le chômage est important, on impose de l'austérité budgétaire permanente qui touche surtout les couches les plus populaires, donc à la fois avec des hausses d'impôts et des baisses de services publics, des hausses d'impôts qui ne touchent pas les riches parce qu'il y a beaucoup de dumping fiscal, il y a les paradis fiscaux, etc. On peut dire, comme vous l'écriviez en 2015, que beaucoup d'Européens, en tout cas, en ont marre de cette Europe-là. Oui, c'était le titre de votre livre. Oui, oui. J'avais fait un livre sur ce sujet-là et je crois qu'ils ont raison d'en avoir marre. Mais d'ailleurs, on y reviendra, je pense, mais Emmanuel Macron a gagné sur la question européenne face à Marine Le Pen qui voulait sortir la France de l'Union européenne, de l'euro, etc. à l'époque, en disant aux Français, en gros, oui, vous avez raison de trouver qu'elle marche mal, mais vous allez voir, avec moi, je vais changer la donne européenne. Alors, c'était le dernier chapitre de votre livre. Mais on peut en parler, puisque vous parlez de Macron. Il avait fait effectivement campagne en 2017 sur une relance de l'Europe, et vous dites que sa stratégie de réforme européenne a échoué, en tout cas jusqu'ici. Pourquoi? Oui, je pense qu'il y a deux raisons principales. Il y a d'une part son attitude bonapartiste qui passe très mal en France, le Jupiter, etc. Ça passe très mal en France, mais ça passe encore plus mal en Europe parce que Bonaparte a laissé des très mauvais souvenirs à la fois chez les Allemands, chez les Espagnols. Et il y a toujours la crainte chez nos voisins, quand ils voient arriver un président de ce type-là, de se dire il veut rétablir l'empire français sur l'Europe. Alors c'est pas qu'une question de style, c'est pas qu'une question de style. Il n'y a pas que le style Macron. Oui, il y a aussi des questions. Je pense qu'il s'est trompé de politique en France là. Donc il avait dit en gros, je vais faire ce que les Allemands veulent en France, nous demandent de faire, c'est-à-dire je vais faire des réformes structurelles, libéralisation du marché du travail, resserrer les déficits publics, etc. Ça va tellement bien marcher économiquement que ça va être payant vis-à-vis des Français, et d'autre part ça va agrandir ma crédibilité à l'extérieur de l'Europe, à l'extérieur de la France. Et en fait, c'est ça qui a amené, en gros, les Gilets jaunes. Donc, quand on abaisse les impôts sur les très riches et qu'on augmente les impôts sur les pauvres et sur les classes moyennes, ça a mis tout le monde dans la rue. Et donc, ça l'a affaibli plutôt qu'autre chose. Alors, on va reparler de l'Allemagne dans un instant. Mais d'abord, le premier chapitre de votre livre, vous dites, concerne Donald Trump. Donc, vous dites, Donald Trump est aujourd'hui, paradoxalement, le meilleur allié de l'Europe. On pourrait dire qu'en isolant les États-Unis, Trump pousse l'Europe à se transformer. Oui, il est un très bon allié sur plusieurs plans. Donc sur le plan de la défense tout d'abord. Donc c'est un tenant d'une ligne relativement isolationniste sur ce plan-là des États-Unis. C'est pas le premier, c'est sans doute pas le dernier. Obama déjà ne voulait plus intervenir autant à l'extérieur. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, etc. Ça veut dire que l'Europe doit prendre en main sa défense? Voilà, nous sommes contraints à prendre en main notre défense. C'est un des sujets sur lesquels les choses avancent. C'est un des sujets sur lesquels Emmanuel Macron a eu quelques succès déjà en Europe. C'est un des sujets aussi où la question du Brexit risque d'être importante parce que c'est l'autre grande puissance malgré militaire en Europe. Le futur retrait du Royaume-Uni. Oui, donc c'est un des enjeux à mes yeux très importants de conserver des liens suffisamment bons avec le Royaume-Uni pour qu'il reste associé aux Européens dans les domaines en particulier de la défense.
Donc malgré le Brexit, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni pourraient continuer à avoir une politique de défense commune avec les autres pays européens? Oui, il y a déjà des choses qui se mettent en place donc sur les corps d'intervention à l'extérieur. Donc c'est un des domaines où les choses avancent avec les Britanniques. Mais Trump nous aide aussi sur un autre angle qui est l'angle économique, c'est sur le plan du commerce. Donc il a raison d'en vouloir aux Européens qui ont des excédents extérieurs très importants. Mais lui, il a la capacité peut-être de faire ce qu'aucun autre Européen n'a réussi à faire jusque-là, c'est-à-dire obliger l'Allemagne à changer de politique économique en Europe, obliger l'Europe à relancer sa consommation intérieure pour diminuer ses excédents extérieurs, pour que les Allemands puissent continuer à exporter les voitures vers les États-Unis. Trump vient de décider de nouvelles taxes qui vont frapper certains secteurs de l'économie européenne, notamment l'aviation et puis le vin aussi. Et vous dites, ça va faire mal à certains secteurs, mais vous dites, allez-y, vas-y Donald, continue. C'est un peu de la provocation, non? Oui, enfin, ça peut effectivement tout ça mal se terminer, mais en tout cas, il a la capacité, lui, d'obliger l'Allemagne à changer de politique économique en Europe. Et d'ailleurs, il commence à y avoir un débat sérieux en Allemagne à ce sujet. Donc les Allemands sont en train de comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à avoir des excédents extérieurs aussi importants. Vous dites plus que ça d'ailleurs, vous dites que l'Allemagne serait devenue l'un des obstacles les plus sérieux à l'intégration européenne. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Enfin, c'est le cas depuis 10 ans. Donc, la politique imposée par l'Allemagne en Europe en termes d'austérité, de flexibilité du marché du travail a été une des causes principales de montée du populisme et de l'euroscepticisme. Jusque-là, les Allemands ne s'étaient pas rendus compte du problème parce que pour eux, ça s'était bien passé. Ils avaient réussi à exporter suffisamment hors d'Europe pour compenser ce qu'ils avaient perdu en Europe du fait de ces politiques d'austérité. Là, maintenant, c'est fini. L'Allemagne a tort de faire une obsession budgétaire et une obsession sur la dette des pays européens. Elle a tort de procéder comme ça? Oui, elle a tort. Elle a tort pour elle-même. C'est ça le pire. C'est qu'aujourd'hui, les infrastructures allemandes sont dans un très mauvais état parce qu'ils n'ont très peu investi en investissement public depuis 20 ans maintenant. Donc c'est le pays de l'OCDE qui a le moins investi en investissement public et ça commence à se voir. C'est vrai que l'Allemagne n'est pas en ruine, mais au bout de 20 ans, ça commence à se voir et à se payer cher pour l'industrie et pour l'économie allemande. Oui, on a dit que en acceptant la création de l'euro, l'Allemagne en fait voulait en faire une sorte de Deutsche Mark européen. Et c'est un peu la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent la stabilité de la monnaie européenne. Le problème avec l'Allemagne, c'est pas tellement la domination allemande, c'est plutôt l'absence de domination allemande. C'est-à-dire que l'Allemagne est un très gros morceau, économiquement, démographiquement, au centre de l'Europe. Mais les dirigeants allemands disent « Moi, je veux pas de responsabilité européenne, je suis responsable pour les Allemands, point ». Donc ils appliquent une politique qui est bonne pour l'Allemagne, mais pas nécessairement bonne pour les autres pays européens. Et ce faisant, ils détruisent le projet européen. À cet égard, l'arrivée de Mme von der Leyen à la tête de la Commission est quelque chose de très important et de très positif. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que les Allemands soient en charge des affaires européennes à des postes importants, et je pense que c'est mieux qu'ils le soient à la Commission européenne qu'à la BCE, par exemple, dans le contexte d'aujourd'hui, parce que ça va obliger l'opinion publique allemande, obliger les dirigeants allemands à prendre en compte l'ensemble de l'Europe, à s'occuper aussi de ce qui se passe chez les Grecs, chez les Italiens, chez les Portugais, et pas simplement chez les Allemands. Alors, un autre partenaire européen, c'est Poutine, le deuxième nom sur la couverture de votre livre. Poutine, lui aussi, c'est un allié paradoxal de l'Europe? Oui, alors d'abord sur les questions de défense aussi, malheureusement, son agressivité nous oblige, son agressivité non seulement directe, mais par aussi exemple, en Syrie, Crimée ou en Ukraine. Mais nous oblige à aller plus loin dans la défense et dans la politique extérieure commune. Mais c'est aussi un allié sur les questions énergétiques. Donc la dépendance très forte d'une grande partie de l'Europe vis-à-vis du gaz russe est un élément déterminant pour nous obliger, nous amener à accélérer la transition énergétique. Il faut se rendre compte que pour l'Europe, la transition énergétique, c'est pas simplement pour le climat, pour être gentil avec nos arrière-petits-enfants. Si on n'est pas capable d'accélérer la transition énergétique, ça veut dire qu'on va donner de plus en plus d'argent à des gens comme Vladimir Poutine ou Mohamed Ben Salman. On l'a pas senti depuis 10 ans parce que les prix... Le vrai patron de l'Arabie Saoudite. Oui. Parce que les prix du pétrole, du gaz étaient restés très peu chers après la crise. Mais on a vu que dès qu'ils ont augmenté, avec la crise des Gilets jaunes, dès qu'ils ont commencé à augmenter de nouveau,
on était squeezé. Alors le pouvoir d'achat des Européens était squeezé. Vous qualifiez Poutine pratiquement, j'ai lu, d'ennemi extérieur. Ça va à contre-courant de la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron qui justement prône un rapprochement avec la Russie. Oui, enfin, je comprends aussi la politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je pense que les Européens ont fait des erreurs vis-à-vis des Russes, en particulier sur la question ukrainienne, en ne prenant pas suffisamment de gants. Et il s'agit bien d'aboutir au bout du compte à un partenariat, un accord avec la Russie. Mais je pense que Kiwis Pacem para bellum, ça implique bien... Faire la guerre, prépare la paix. Oui, ça implique bien, effectivement... Ou c'est l'inverse, si tu veux la paix, prépare la guerre, plutôt. Excusez-moi. Mais ça implique bien, effectivement, d'avancer plus loin sur le terrain de la défense en particulier. Alors, il y a encore plein de choses dans votre livre. Vous parlez des pays d'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie. Pour vous, l'Europe peut dire merci, par exemple, à Kaczynski en Pologne et à Orban en Hongrie? Oui, enfin, je pense que ce qui s'y passe n'est pas si grave qu'on peut le croire. D'une part parce que ce sont des pays où les dirigeants ne quitteront jamais l'Union européenne, ne mettront jamais le projet en cause, parce qu'ils ont quand même trop peur de la Russie et de se retrouver tout seuls. Donc ça permet de mettre en place une Europe à deux vitesses? Oui, et donc si on est dur avec eux sur les questions de droits de l'homme, etc., ils fléchiront. Mais par contre, effectivement, ça libère en particulier l'Allemagne. L'Allemagne a toujours été très prudente vis-à-vis de l'intégration de la zone euro en particulier, parce que ils étaient très attentifs à ce qui se passe en Pologne. Là, ils se rendent bien compte que s'ils veulent poursuivre le projet européen, ils n'ont pas d'autre solution que de se tourner vers la France. Alors, il y a plein de choses dans votre livre. Un Brexit, on y a fait allusion tout à l'heure. Salvini, l'Italie, je renvoie à votre livre. Donc, une chance pour l'Europe, Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, cette audition, Les Petits Matins. Merci beaucoup, Guillaume Duval. Merci à vous. Nous parler de tout ça sur le plateau du 60.